Ici Sylvain Lamarche et bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Justice citoyenne est une émission qui invite à la participation des citoyens, multiples acteurs et intervenants issus de groupes communautaires voués à la défense et à la promotion des droits dans le domaine des droits de la santé et des droits du travail. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons traiter de la loi sur l'assurance-emploi. La réforme de l'assurance-emploi vient changer le processus de révision des contestations des décisions qui ont été rendues et refusant les prestations d'assurance-emploi. La nouvelle loi sur l'assurance-emploi apparaît, selon certains organismes, en violation avec les normes minimales fixées par le droit international. Et cette réforme contreviendrait aux droits de la sécurité sociale et aux droits à la protection contre le chômage, ainsi qu'aux droits de libre choix du travail. Aujourd'hui, à l'émission Justice citoyenne, pour nous parler de la réforme de l'assurance-emploi, nous avons comme invitée Mme Marie-Hélène Arruda, coordonnatrice du mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Bonjour, madame. Bonjour. Le mouvement autonome solidaire des sans-emploi, le MAS, quel est cet organisme? C'est un organisme, en fait, c'est un regroupement québécois d'organismes qui défendent les droits des chômeurs. Donc, au MAS, il y a une quinzaine d'organismes répartis sur le territoire du Québec qui, en fait, vont offrir du soutien, de l'information aux personnes, là, dans le fond, là, qui se retrouvent en chômage, puis qui essaient la plupart du temps de recourir à des prestations, chose qui n'est pas nécessairement facile. Donc, ils vont les outiller. Puis c'est aussi des organismes qui vont militer, surtout aussi, pour le rétablissement d'un régime d'assurance-emploi qui est juste et d'accès universel. Donc, on l'a vu durant les dernières décennies, puis même plus récemment encore avec la réforme de l'assurance-emploi, il y a vraiment eu une dégradation de la protection offerte aux chômeurs. Donc, les groupes du MAS et le MAS en lui-même, donc, essaient de revendiquer un régime qui va protéger plus adéquatement les chômeurs. Là. Quel service, de façon plus directe, vous offrez là, aux prestataires d'assurance-emploi qui vivraient des problèmes avec les prestations? Bien, dépendamment des organismes, il y en a qui vont, c'est ça, informer. Donc, savoir est-ce que vous avez droit aux prestations ou non. Mais souvent, les prestataires, dans le fond, vont faire une demande de prestation qui est refusée. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça, ils vont contacter un groupe de défense des droits des chômeurs pour savoir, est-ce que ça vaut la peine que je conteste? Si oui, comment ça fonctionne? Fait que souvent, l'organisme va accompagner la personne dans... Offrez-vous un service de représentation Oui. Prestataire. Oui, mais de moins en moins. En fait, la représentation a changé à cause de la réforme. C'est rendu maintenant devant un tribunal, qui est le tribunal de la sécurité sociale, alors qu'avant, c'était une instance un petit peu plus accessible, qui était le conseil arbitral ou le juge arbitre. Donc, il y avait davantage de représentation qui se faisait devant ces instances-là. C'était un petit peu plus complexe avec le tribunal de la sécurité sociale. Il y a d'autres enjeux qui sont soulevés. Donc, mais il y en a, oui, encore, là, ils vont accompagner dans la demande de révision, dans l'appel à la division générale du tribunal de la sécurité sociale. Je comprends qu'une réforme est survenue et que cette réforme-là a amené beaucoup de changements au niveau là, des droits aux prestations et au niveau même du processus de contestation des décisions de l'assurance-emploi. Tout à fait. Donc, comme au niveau de la représentation que vous offrez, ça a changé aussi votre façon de fonctionner. Oui. Alors, quelles sont les problématiques qui ont été soulevées par rapport là, à ce nouveau mode de contestation des décisions de l'assurance-emploi? En fait, on est venu vraiment complexifier le processus, puis je dirais le déshumaniser aussi. En fait, à l'époque, il y avait... déjà là, il y avait une révision administrative qui se faisait auprès de la Commission de l'assurance-emploi. C'était la première étape. Mais l'étape de la révision administrative, plusieurs préféraient la sauter. Carrément parce que, dans le fond, ça revenait à dire que c'était la Commission qui avait rendu une décision négative qui révisait elle-même sa décision. T'sais, fait que souvent, ça donnait pas vraiment... Donc, les gens préféraient attendre d'être entendus et de faire la démonstration arbitral. Donc, d'aller directement au conseil arbitral. Et là, c'était assurément... Tous les prestataires étaient entendus devant une instance tripartite. Donc, il y avait un représentant des travailleurs, un représentant des employeurs, puis un président du conseil arbitral. Donc, 3 personnes, une instance très conviviale, très humaine, pas trop rigide, puis très accessible. Dans 2 mois, la personne était entendue devant le conseil arbitral. Au niveau du tribunal de la sécurité sociale, là, maintenant, pas juste le tribunal de la sécurité sociale, c'est qu'on a rendu la révision administrative obligatoire, ce qui allonge les délais. Donc, il faut déposer la demande de révision, il faut qu'elle soit traitée, il faut que la décision soit envoyée. Et après, on peut faire appel, là, non plus au conseil arbitral, mais bien au tribunal de la sécurité sociale. Et déjà, l'accès n'est pas direct au tribunal de la sécurité sociale, c'est-à-dire que le
juge, qui n'est pas nécessairement un juge avec formation juridique, peut décider, en regardant le dossier, de ne pas entendre la personne. Donc, de dire, moi, vous avez perdu, j'entends même pas votre cause. Mais plus grave encore, c'est que les délais, à l'heure actuelle, peuvent aller jusqu'à 1 an. 1 an avant d'être entendu. Donc, c'est assez long. Oui. Est-ce que, à part la question là, des processus d'appel et de révision des décisions, au niveau de la réforme, l'accessibilité ou le droit aux prestations a été modifié ou ça a posé des problèmes? Ça a posé des problèmes essentiellement, surtout, je dirais, au niveau de la liberté de choisir son travail, en ce sens où le gouvernement, depuis le début de la création du régime d'assurance chômage, toute personne avait droit de rechercher, quand il était en emploi, il avait l'obligation de rechercher un emploi, mais pas n'importe quel emploi. Donc, un emploi qui offrait des bonnes conditions de travail, des conditions similaires, puis des conditions qui étaient, règle générale, qui étaient offertes par les bons employeurs. Un emploi équivalent. Exactement. C'est un emploi plus ou moins équivalent dans le même domaine. Après un certain temps, il fallait élargir un petit peu ses critères de recherche, mais jamais, au grand jamais, il y avait une détérioration de la condition du travailleur. Donc, il pouvait toujours refuser des conditions salariales et des conditions de travail qui étaient inférieures. Pour répondre aux besoins, ça force les travailleurs à répondre aux besoins du marché et non pas en fonction de leur profil nécessairement. Le profil, peu importe ta formation, ton expérience, tes intérêts, ça n'a plus d'importance, dépendamment, encore là, de la catégorie dans laquelle tu es classé. Parce que maintenant, on est venu aussi différencier les chômeurs en fonction, non plus de leurs antécédents de travail nécessairement, mais en fonction de leur contribution à la Caisse d'assurance-emploi. D'accord, merci. En vertu de la loi sur l'assurance-emploi, les conditions requises pour recevoir des prestations sont les suivantes, les prescrits à l'article 7 de cette loi. Les prestations de chômage sont payables ainsi que le prévoit la présente partie à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir. L'assuré, autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active, remplit les conditions requises si à la fois il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, il a eu, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiquées au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable. Nous vous invitons à regarder à l'écran le tableau pour vérifier les taux de chômage qui s'appliquent à votre région et les nombres d'heures nécessaires pour avoir droit aux prestations. Taux régional de chômage de 6 % et moins, le nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours de la période de référence est de 700 heures. Plus de 6 % mais au plus 7 %, 665 heures. Plus de 7 % mais au plus 8 %, 630 heures. Plus de 8 % mais au plus 9 %, 595 heures. Plus de 9 % mais au plus 10 %, 560 heures. Plus de 10 % mais au plus 11 %, 525 heures. Plus de 11 % mais au plus 12 %, 490 heures. Et plus de 12 % mais au plus 13 %, 455 heures. Plus de 13 %, 420 heures. Si Service Canada prend une décision concernant votre demande de prestation, vous avez droit à un processus de révision si votre décision est refusée. Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision qui a été rendue refusant votre demande de prestation, vous pouvez faire une demande de révision par écrit en vous adressant au service de l'assurance-emploi. Ce processus est obligatoire avant de faire appel auprès de la Division générale du Tribunal de la Sécurité sociale. Mentionnons qu'un employeur peut aussi participer à ce processus et faire une demande de révision si des prestations sont versées à un employé qui a quitté son emploi, a été renvoyé pour inconduite, a refusé de travailler ou se trouve dans une situation de conflit collectif. Il peut aussi faire une telle demande s'il a reçu une lettre d'avertissement ou s'est vu imposer une pénalité. Les motifs de la demande de révision peuvent être les suivants. Le prestataire de l'assurance-emploi lui ont été refusés. Les prestations de l'assurance-emploi doivent être remboursées. Une lettre d'avertissement lui a été envoyée ou une pénalité lui a été imposée. Donc, en vertu de l'article 112 de la Loi sur l'assurance-emploi, quiconque fait l'objet d'une décision de la Commission, de même que tout employeur d'un prestataire faisant l'objet d'une telle décision, peut, dans les 30 jours suivant la date où il reçoit communication ou dans les délais supplémentaires que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision. La Commission est tenue d'examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.
Donc, on a un document de saccage de l'assurance chômage qui a été produit par le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, qui, justement, parle de cette réforme et de revendications du mouvement, de l'organisme à l'égard des réformes. Pouvez-vous nous résumer un peu là, les solutions que vous apportez au niveau des réformes? En fait, par rapport à la réforme, pour nous, c'est clair. Ce qu'on a revendiqué, c'était assez simple, peut-être, c'est l'abolition complète de cette réforme-là. Donc, parce que pour le MAS, puis c'est évident qu'avant même la réforme, le régime, il y avait des gros problèmes là, au régime. Quand c'est rendu que seulement... Puis là, on est rendu à moins de 40 des chômeurs qui ont accès à des prestations, il y a un problème. Fait qu'avant même cette réforme-là, on était quand même à 40 de chômeurs. Donc, vous dites que 40 des chômeurs, finalement, qui ont accès aux prestations, Exactement. les sans-emploi qui ont accès aux prestations, Exactement. les autres, ils ne se sont pas qualifiés. Pour quelles raisons? Bien, il y a différentes raisons. Entre autres, bien, il y en a qui n'ont pas assez d'heures assurables, donc qui n'ont pas travaillé assez pour se qualifier. Il y a beaucoup aussi, ce qui est arrivé en 1993, il y a eu une réforme aussi qui a fait en sorte que toute personne qui quitte son emploi sans justification n'a pas le droit. N'a carrément pas le droit au chômage. Toutes ses heures sont effacées, même de ses emplois antérieurs. Là, il n'y a plus... Une personne qui est congédiée pour inconduite, elle aussi, n'a plus le droit aux prestations. Donc, c'est devenu très, très restrictif. Donc, avec la nouvelle réforme, est-ce que ça l'a finalement réduit l'accès? Pas aussi concrètement, je dirais, c'est pas autant de cause à effet, mais l'accès a été réduit, je dirais, juste parce qu'il y a tellement maintenant de contrôle et d'obligations. La réforme est venue entraîner des obligations au niveau de la recherche d'emploi. Elle est venue imposer aux personnes de rechercher un type d'emploi qui souvent n'a aucun lien avec leurs intérêts, leurs compétences et non plus leur niveau de salaire. Donc, la réforme oblige les gens à diminuer leurs conditions de vie puis d'accepter n'importe quel emploi sous peine de subir une exclusion. Donc, on leur coupe leurs prestations pour une durée allant de 7 à 12 semaines. Et c'est tout ce contrôle-là Est-ce qu'on suspend les prestations ou est-ce qu'on coupe carrément le droit aux prestations? On les arrête quand dans le fond, c'est qu'ils vont imposer une exclusion pour refus d'emploi convenable. C'est comme ça qu'ils vont dire ça. Fait que ça peut être de 7 à 12 semaines, dépendamment. C'est la Commission de l'assurance-emploi qui va juger. À partir du moment où ils se rendent compte qu'une personne a refusé un emploi qui, selon la loi, selon le règlement, était convenable, bien, à ce moment-là, ils arrêtent de couper les prestations pour 7 à 12 semaines et après, ça repart, mais ces prestations-là sont perdues. Puis, pas avoir aucun revenu pendant 7 à 12 semaines, c'est assez... Ça force quasiment l'obligation d'accepter cet emploi-là ou de s'expatrier dans une autre région pour aller chercher... Est-ce qu'on veut finalement favoriser la mobilité de la main-d'œuvre ou forcer indirectement là, le déplacement des populations vers des... secteur d'activité économique plus prospère? Oui, je pense que c'est un objectif de la réforme, à mon avis. Puis ça se constate, en fait, parce que c'est un petit peu difficile de faire des déplacements de main-d'œuvre comme ça, là. Tu sais, c'est pas... Mais il y a quelque chose dans le GDA, qui est le guide de détermination de l'admissibilité. C'est le guide que les fonctionnaires utilisent pour donner ou non des prestations. Bon, comment... Puis il y a quelque chose, c'est qu'advenant qu'une personne, mettons un Québécois, décide, bon, est en chômage, dit, bon, mais moi, je vais aller travailler dans l'Ouest, il y a de la job, je vais aller en Alberta. Il s'en va là, puis il perd son emploi rendu là. Mais là, sa recherche d'emploi doit s'effectuer. Avant de quitter l'Alberta, il doit chercher un emploi là. Il est obligé de rechercher un emploi. Donc, il ne pourrait pas récupérer ses prestations s'il est de retour au Québec? C'est sa recherche d'emploi va être rendue élargie. Là, maintenant, pour se trouver un emploi, ça ne sera plus juste au Québec. Là, c'est rendu en Alberta et au Québec. Puis il doit faire l'effort, quand il est encore en Alberta, de chercher un emploi là. Fait que c'est des petites particularités comme ça là, qu'on va voir qui viennent, en fait, contraindre la personne à y rester. Avec le problème pétrolier et les problèmes qui se vivent présentement en Alberta, la fermeture, les mises à pied massives en Alberta, il y a des Québécois qui sont allés travailler là-bas, on le sait, et se sont retrouvés sans emploi. Est-ce que ça voudrait dire que leur retour, au retour au Québec, leur prestation d'assurance-emploi pourrait être compromise? C'est que dans le fond, c'est pas aussi indirect. Il faut d'abord que la Commission se rende compte
que faut qu'elle sache que la personne a fait ou non des recherches d'emploi dans la province. Il y a toujours... Pour ça aussi, on a augmenté beaucoup les contrôles. Il y a beaucoup plus de prestataires qui sont convoqués en entrevue pour qui démontrent leur recherche d'emploi et compagnie. Donc, c'est ça. Fait que les personnes, oui, on devrait... Peu de gens le savent, mais le savent, c'est que les personnes devraient aussi rechercher dans la province... Leur province d'accueil. On sait que c'est un nouveau tribunal, on sait qu'il n'y a pas encore beaucoup de jurisprudence ou de décisions qui ont été rendues, donc il faudra surveiller comment l'interprétation là, de recherche d'emploi va être appliquée et de regarder et s'assurer finalement là, que les prestataires sont informés de cette nouvelle obligation-là au niveau de la recherche d'emploi et aussi là, au niveau de la définition de l'emploi convenable. Est-ce qu'il y a au niveau, on sait qu'un autre document a été produit par des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal en sciences juridiques, c'est la réforme de la loi sur l'assurance-emploi, l'organisation du non-recours aux droits et aux prestations. Alors, de façon plus précise, ce document-là suggère des solutions ou apporte des questionnements? Non, en fait, dans ce document-là, ce qu'on a essayé de faire, le MAS et le service aux collectivités de l'UQAM, c'est de démontrer comment que la réforme vient en fait restreindre le droit aux prestations. Donc, l'accès aux prestations est plus difficile, mais aussi qu'elle engendre ce qu'on appelle, on utilise le concept du non-recours. Donc, une personne elle-même a des droits. Donc, une personne a droit peut-être à l'assurance-emploi, mais elle va décider par elle-même de ne même pas y recourir. Donc, c'est toute l'idée, justement, avec les obligations d'emploi convenables, avec aussi la complexification, là, tous les mécanismes de recours avec la création du tribunal de la sécurité sociale. Il y en a beaucoup qui se découragent puis qui se disent, ben non, ben laissez faire, là, moi, j'embarquerai pas dans ce processus-là. Donc, ils ont des droits, mais ils les font même pas valoir parce qu'au final, on a tellement complexifié par d'autres façons. La réforme est pas venue tant bafouer le droit à l'assurance-emploi, mais est tellement venue le complexifier que finalement, ça décourage les gens là, d'y recourir. On sait que les employeurs, maintenant, sont invités à participer à ce processus de révision-là en soumettant eux-mêmes leur représentation. Et au niveau du conseil arbitral, on s'en souvient, c'était un comité paritaire. Il y avait un représentant d'employeurs, un représentant de travailleurs, et il y avait le droit d'être entendu. Donc, à cette étape-là du processus, souvent, les employeurs ne se déplaçaient pas les prestataires, les chômeurs, futurs chômeurs, avaient le droit aux prestations. Donc, au niveau maintenant de la transparence du processus de révision, savoir les éléments d'information que l'employeur a pu transmettre, est-ce qu'il y a une accessibilité au dossier ou aux représentations que l'employeur fait en matière de révision à l'assurance-emploi? Ça, c'est un énorme problème pour nous. C'est que, dans le fond, le prestataire, comme par exemple, si je donne un exemple clair, si par exemple un prestataire on dit qu'il n'a pas le droit à l'assurance-emploi à cause qu'il a été congédié pour inconduite. Donc là, il se dit, bon, inconduite. Puis là, le prestataire se dit, ouais, c'est vrai que je suis souvent arrivé en retard, fait que c'est sûrement ça. Mais dans le fond, l'inconduite, c'est peut-être faute grave, une faute qu'il a commise, puis une grosse erreur. Fait que l'employeur a donné sa version à la Commission de l'assurance-emploi. Le travailleur a donné sa version, lui aussi, à la Commission de l'assurance-emploi, mais le travailleur ne sait pas ce que l'employeur a dit. Fait qu'il pourrait s'incriminer lui-même, par exemple, parce que si, dans le fond, il gagnait sa cause sur la faute grave, puis là, non, c'était pas vraiment une faute commise intentionnellement. Donc, la personne a droit à ses prestations, mais lui, il vient de dire, parce qu'il croyait que c'était peut-être à cause de ses retards, il vient de s'incriminer lui-même. Donc, c'est un processus. Il vient de dire qu'il est en retard. Donc, la commission pourrait dire, ouais, OK, on ne retient plus la faute grave, c'est beau, mais les retards. Donc, c'est la commission, elle, qui va dire, non, bien, on ne vous donne pas vos prestations. Donc, c'est un processus procédural de révision qui peut être questionnable au niveau de l'équité procédurale, au niveau du droit d'être entendu aussi. Tout à fait. Et il faudra vérifier et surveiller l'application de ce processus de révision-là et d'inviter les citoyens qui ont accès ou qui devraient avoir le droit à l'assurance-emploi de consulter avant de procéder à leur processus de révision et de bien s'informer. Et le MAS est présent pour vous aider à vous accompagner dans ce processus et ce long cheminement. Et le MAS continue aussi de faire des représentations au niveau politique
pour s'assurer là, que la réforme de l'assurance-emploi est un droit qui a été gagné par les travailleurs de longue date et que la réforme de l'assurance-emploi soit justement une réforme permettant l'accessibilité à l'assurance-emploi dans des périodes où, finalement, les problèmes économiques obligent les travailleurs à avoir recours à cette assurance-emploi. Donc, le document de la réforme sur l'assurance-emploi, sur l'organisation du non-recours aux droits et aux prestations, souligne qu'entre 20 et 40 des chômeurs ne percevraient pas les prestations pour lesquelles ils auraient droit. Et suite à votre intervention, nous comprenons que l'ensemble des éléments qui ont été mis de l'avant par la réforme sont susceptibles de décourager les prestataires et de les amener à renoncer aux recours théoriquement prévus et qui avaient été mis à la disposition des prestataires de façon à ce qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Mais malheureusement, au moment où on se parle, en septembre, c'est-à-dire en septembre 2014, 10 000 appels étaient toujours en attente d'être entendus par le tribunal de la Sécurité sociale, ce qui laisse croire que l'objectif du gouvernement de faire baisser de 25 le nombre d'appels pourrait être atteint finalement par la question du processus même de révision et les questionnements que vous avez produits, que vous avez énoncés lors de l'entrevue au niveau de l'équité procédurale et de cette réforme-là qui décourageait. Maintenant, les gens qui nous écoutent, les prestataires, la saison qui s'en vient, les questions qui sont le plus souvent soulevées à l'organisme pour que les personnes aient droit ou accès à la prestation d'assurance chômage sont lesquelles? Bien, les questions, c'est souvent, il y en a qui vont s'informer à savoir, est-ce que, puis ça c'est bien là, de s'informer d'avance, à savoir, est-ce que si je quitte mon emploi pour telle raison, est-ce que je vais avoir droit à l'assurance-emploi? Si je retourne aux études, est-ce que j'ai droit au chômage? Combien je vais recevoir? Est-ce que c'est quoi mon nombre d'heures admissibles aussi? Parce que ça varie d'une région à l'autre. Combien d'heures faut que j'aille faites pour avoir droit à l'assurance-emploi? Beaucoup de questions... est-ce que mon dossier est bon pour contester? Est-ce que ça vaut la peine de demander une révision administrative? Est-ce que, d'après vous, j'aurais droit à l'assurance-emploi? Est-ce que, bon... Avec différentes questions, là... Et les contextes au niveau de la terminaison d'emploi. On sait que les organismes prévoient des recours. D'autres organismes accompagnent pour le congédiement, licenciement économique, congédiement déguisé, mise à la retraite obligatoire, congédiement, démission forcée. Donc, les gens sont dans des contextes de terminaison d'emploi qui sont souvent questionnables et problématiques et litigieuses. Et à ce moment-là, le fait qu'il y ait cette procédure devant l'assurance-emploi peut avoir des impacts au niveau de la preuve qu'ils auront à présenter devant les autres instances administratives. Et de là, le questionnement de la participation des employeurs un peu plus maintenant active au niveau du processus de l'assurance-emploi et au niveau de l'équité procédurale du processus de révision. Donc, il est très important que les personnes qui ont quitté leur emploi, que les travailleurs qui ont quitté leur emploi ou qui ont subi des mises à pied au niveau du processus de révision de l'assurance-emploi fassent appel et s'informent devant le processus de révision de façon à ce que leurs droits ne soient pas compromis si la terminaison d'emploi s'est faite d'une façon problématique ou illégale, de façon à ce que la preuve qui sera portée devant ces instances-là ne puisse pas nécessairement être utilisée contre vous lors des autres instances. D'où la nécessité, je pense, de faire appel à l'organisme qui pourrait vous informer de vos droits. Je vous remercie beaucoup. Selon la conclusion d'un rapport parlementaire, la réforme de la loi sur l'assurance-emploi poursuit comme objectif principal de contrôler les dépenses et d'éviter les abus. Alors même que selon les données disponibles, entre 20 et 40 de chômeurs ne percevraient pas les prestations pour lesquelles ils auraient droit. Déjà, en 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
s'inquiétait de voir que le nombre de jeunes touchant des prestations d'assurance chômage avait diminué, que des travailleurs migrants, de nombreux travailleurs à temps partiel, principalement des femmes, versent des cotisations, mais ont beaucoup de mal à percevoir leur indemnité. Selon certaines organisations, la nouvelle loi sur l'assurance-emploi apparaîtrait donc en violation avec les normes minimales fixées par le droit international du travail. En vertu de l'article 7 de la loi sur l'assurance-emploi, les prestations d'assurance chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir. L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si à la fois il y a eu un arrêt de la rémunération provenant de son emploi, il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction des taux régionaux de chômage et qui lui est applicable. Depuis le 1er avril 2013, les niveaux d'appel du Conseil arbitral et du Bureau du juge-arbitre concernant les décisions de la Commission de l'assurance-emploi ont été remplacés par le Tribunal de la sécurité sociale. Si vous êtes en désaccord avec une décision de l'assurance-emploi en tant que prestataire, employeur ou toute autre personne intéressée touchée par une telle décision, vous avez le droit de faire une demande de révision. Ce processus est obligatoire avant de faire appel auprès de la Division générale du travail de la Sécurité sociale. Si vous avez des questions ou des commentaires en rapport avec la capsule d'aujourd'hui, nous vous invitons à nous les communiquer à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Vous venez d'assister à une autre émission de Justice citoyenne qui portait sur l'assurance-emploi. La semaine prochaine, nous traiterons de la loi sur l'aide juridique et de l'accessibilité à la justice. Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. Nous vous invitons donc à être là la semaine prochaine. Nous y serons.